L'Amérique est en guerre contre les cartels. Une frappe de la marine américaine dans les Caraïbes détruit un navire de contrebande, tuant 11 trafiquants présumés. Cette opération a marqué un tournant. Les forces militaires ciblent maintenant les trafiquants sans arrestation ni procès. Mais pourquoi abandonner des décennies de tactiques d'application de la loi? Et que signifie cette nouvelle approche pour les cartels qui tentent de réagir? Dans l'épisode d'aujourd'hui de The Infographic Show, nous montrons comment les États-Unis mènent la lutte et inspirent la peur aux cartels. Pendant 40 ans, les États-Unis et les cartels mexicains ont respecté des règles tacites. Le jeu était simple. Les cartels trafiquaient de la drogue. Les agences américaines saisissaient des cargaisons, arrêtaient des trafiquants intermédiaires et attrapaient parfois un gros poisson comme El Chapo. Les cartels s'adaptaient, évoluaient et continuaient à faire circuler la marchandise. La Drug Enforcement Administration tentait de limiter l'entrée de drogue aux États-Unis, mais son budget n'était que de 2,6 milliards de dollars. Cela peut sembler beaucoup, mais certains cartels mexicains gagnent entre 3 et 39 milliards de dollars par an, selon des estimations prudentes. Cela signifie qu'ils dépensaient probablement au moins 2 fois plus que les forces de l'ordre. Les cartels prospéraient grâce à ce système prévisible. Ils savaient qu'il fallait éviter de tuer des Américains, limiter la violence et, en cas d'arrestation, prendre un avocat et utiliser le système. Les États-Unis ont investi des milliards au Mexique pour moderniser la sécurité et réformer la justice. Mais le baron restait protégé par la corruption et la bureaucratie. Le problème, c'est que les autorités mexicaines arrêtaient les chefs de cartel et les extradaient vers les États-Unis. Mais de nouveaux chefs prenaient leur place. Depuis 2006, plus de 460 000 homicides ont eu lieu au Mexique dans la guerre contre les cartels. Pourtant, le cartel de Sinaloa reste la plus grande et la plus puissante organisation de trafic de drogue de l'hémisphère occidental. Les cartels semblaient avoir maîtrisé le jeu. Ils savaient comment manipuler le système judiciaire. Ils pouvaient corrompre des fonctionnaires et manipuler la bureaucratie policière, mais savaient aussi qu'affronter la Drug Enforcement Administration n'était pas comparable à faire face à des destroyers de la marine équipés de missiles Tomahawk. L'intervention militaire restait le cauchemar des chefs de cartel, troublant leur sommeil. Une peur si intense qu'ils en parlaient à peine, même via messages cryptés. La Colombie en était la preuve. À la fin des années 1980, lorsque les États-Unis ont brouillé la frontière entre les opérations anti-drogue et anti-insurrectionnelles, cela a conduit à une confrontation directe avec les guérillas et à une implication toujours plus profonde dans le conflit civil apparemment insoluble de la Colombie. Les cartels colombiens de l'époque, Medellín de Pablo Escobar et Cali, ont été presque anéantis par des opérations militaires traitant le trafic de drogue comme une guerre plutôt qu'un crime. Les cartels voisins ont appris en observant. Ils ont investi des milliards dans les armes, les pots de vin et surtout pour s'assurer que la lutte reste considérée comme une activité criminelle plutôt que comme une menace à la sécurité nationale. Les experts savaient qu'une intervention militaire pouvait déclencher des représailles, mais les cartels savaient rendre quelque chose d'encore plus terrifiant. Une fois que l'armée américaine s'en mêle, il n'y a plus d'avocats, plus d'audience d'extradition et plus d'accords de plaidoyer. C'est le même scénario que la Russie avec ses petits hommes verts en Ukraine, la garde côtière chinoise percutant des bateaux en mer de Chine méridionale, et les milices proxys iraniennes lançant des attaques niables sur les voies maritimes. Rester en dessous du seuil, qui déclenche une réponse militaire totale, rendait cela assez ambigu pour que l'autre camp hésite à escalader. Les cartels mexicains maîtrisaient la guerre de la zone grise bien avant que le terme ne devienne populaire au Pentagone. La différence. La Russie, la Chine et l'Iran possèdent l'arme nucléaire et un siège au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Les cartels sont des organisations criminelles liées à la cocaïne et la corruption. Devine qui vient d'apprendre que son immunité dans la zone grise a expiré. La transformation n'a pas eu lieu du jour au lendemain. Tout débute avec le décret 14157, le 20 janvier 2025, lors de la seconde investiture du président Trump. Il exigeait la désignation des cartels de la drogue comme organisation terroriste étrangère, ou Foreign Terrorist Organization, et comme terroristes mondiaux spécialement désignés, ou Specially Designated Global Terrorist. Le véritable séisme juridique a eu lieu en février 2025. C'est à ce moment-là que le département d'État a officiellement désigné 8 organisations, dont le cartel de Sinaloa. Elles figurent parmi les cartels les plus puissants et principaux producteurs et trafiquants de fentanyl au monde. Selon la loi américaine, les Foreign Terrorist Organizations peuvent être ciblés militairement comme Daesh ou Al-Qaïda. Miranda écrit « Tu peux rêver. Traité d'extradition, c'est quoi ?» Quand la marine frappe à la porte, les cartels n'ont ni avocat ni débat de compétences dans des salles d'audience climatisées. Ce cadre juridique est étonnamment simple. Si vous êtes classé organisation terroriste,
L'usage de la force militaire et les pouvoirs présidentiels de l'article 2 s'appliquent. Et cela signifie que le Pentagone entre en jeu, pas seulement la Drug Enforcement Administration. Désormais, plutôt que de mobiliser des agents infiltrés pendant des années, on dispose de destroyers avec des systèmes capables de suivre un hors-bord à 80 km. L'équipe juridique du président a construit ce dossier méthodiquement et devait prouver 3 critères pour la désignation d'organisations terroristes étrangères. L'organisation est étrangère, elle se livre à des activités terroristes, et elle menace la sécurité nationale des États-Unis. Le terrorisme était le plus délicat, les cartels et les gangs de rue tuent aussi. Qualifier le fentanyl d'arme de destruction massive a été l'argument décisif. Avec plus de 70 000 décès annuels par overdose aux États-Unis, ils ont affirmé que les cartels menaient une guerre chimique néfaste contre les civils, et pas seulement du trafic de drogue. Mais les implications internationales sont complexes. La souveraineté implique que le Mexique ait juridiction exclusive sur son territoire et ses criminels. La légitime défense autorise les pays à agir si d'autres nations ne stoppent pas les attaques transfrontalières. Les avocats du président soutiennent essentiellement que le trafic de drogue constitue une attaque continue sur le sol américain. Cela justifie une intervention militaire selon les mêmes principes qui autorisent la poursuite à chaud de terroristes au-delà des frontières. Tout cela a mené à la première frappe, dans la mer des Caraïbes, début septembre 2025. Tôt le matin, un navire américain a reçu des images de drones, montrant plusieurs navires quittant les eaux vénézuéliennes et allant vers le nord. Les analystes surveillaient les communications cryptées depuis des semaines. Ils savaient que ce n'était pas juste un transport de drogue, mais un test. Le hors-bord de 40 pieds cible était suivi par des agents américains depuis son départ de La Guaira, Venezuela. L'ancien protocole aurait exigé une interception par les gardes-côtes, des arrestations et de longues procédures judiciaires. Le nouveau protocole exigeait plus. L'autorisation est passée par des canaux sécurisés directement du Conseil de sécurité nationale à Southcom. La question n'était pas de savoir si le bateau transportait de la drogue, déjà confirmée par les renseignements électromagnétiques et les images satellites. La décision concernait la définition des nouvelles règles d'engagement. Le missile a frappé peu après, détruisant le bateau cigare et dispersant des débris dans les eaux internationales, causant 11 morts. En quelques minutes, les réseaux de communication du cartel ont éclaté dans la panique. Des messages interceptés par les renseignements américains montraient que plusieurs commandants d'organisations posaient la même question. Était-ce réel ? Beaucoup de dirigeants ont réclamé des explications pour ce qu'ils voyaient comme une agression manifeste contre des ressortissants latino-américains. Mais la frappe a eu lieu dans les eaux internationales, et la cible était désormais clairement désignée comme une opération logistique terroriste. L'équipe présidentielle avait soigneusement choisi sa cible pour un impact maximal et peu de retombées diplomatiques. L'effet psychologique réel était le message transmis. Les règles avaient changé, et nul ne savait ce qui suivrait. Peu avant la frappe dans les Caraïbes, Ismaïl El Mayo Zambada, 77 ans, cofondateur du cartel de Sinaloa, a plaidé coupable de trafic de drogue et accepté de céder 15 milliards de dollars d'actifs. Grâce à Zambada, les autorités américaines ont eu un accès direct aux renseignements du cartel. Les aveux de Zambada ressemblent à un best-of du trafic de drogue. Il s'est impliqué dans l'entreprise familiale en 1969. Trafiquant au moins 1,5 million de kilos de cocaïne entre 1980 et 2024. La plupart étaient destinés aux ruses américaines. Mais la véritable mine d'or était d'apprendre tout ce qu'ils savaient sur les opérations, réseaux financiers et structures organisationnelles actuelles. La confiscation de 15 milliards de dollars est un joli coup, même si les experts doutent d'en récupérer la majeure partie. L'effet principal est de créer un levier. Chaque compte, propriété ou entreprise confisquée devient un levier pour les agences de renseignement. Les membres de la famille, qui pensaient être innocents, découvrent soudainement que leurs avoirs sont gelés. Les hommes d'affaires ayant accepté des fonds du cartel sont examinés par les autorités fédérales. L'enquête financière crée une toile d'araignée d'individus compromis, qui pourraient préférer coopérer plutôt que d'être poursuivis. L'escalade militaire de Trump et l'application habituelle de la loi s'entretiennent mutuellement. Les renseignements de Zambada permettent aux militaires d'identifier des cibles. Les frappes militaires provoquent chaos et failles dans les communications. Ces vulnérabilités fournissent plus d'informations, facilitant l'identification de cibles. C'est l'équivalent des intérêts composés pour le renseignement, et cela accélère plus vite que l'adaptation des chefs de cartel. L'impact organisationnel dépasse largement une arrestation ou une frappe isolée. Le cartel de Sinaloa a opéré comme une entreprise criminelle pendant plus de 30 ans. La pression militaire et la perte du leadership imposent une restructuration rapide. Les plans de succession prévus pour la police sont inefficaces face à une menace comme un missile Tomahawk.
Les réseaux de confiance bâtis depuis des générations s'effondrent sous la surveillance et la crainte que le lieutenant d'aujourd'hui devienne l'agent de renseignement de demain. Sur ce nouveau front contre les cartels, la désignation Foreign Terrorist Organization change fondamentalement ce que l'armée américaine peut légalement faire. Ce changement permet d'accéder à des capacités militaires, auxquelles les agences de maintien de l'ordre n'ont pas accès. Le renseignement d'origine électromagnétique peut surveiller les communications sans mandat. Des frappes de drones peuvent éliminer des cibles de grande valeur sans procéder à des arrestations. La guerre financière permet de geler mondialement des avoirs sans longue procédure. Surtout, les opérations militaires peuvent franchir les frontières contrairement aux enquêtes criminelles. Cette liberté d'action est un vrai champ de mines éthiques, mais grisante pour les planificateurs fatigués de voir des criminels s'échapper par des subtilités juridiques. Vous verrez moins de traités d'extradition et de preuves rejetées pour raisons constitutionnelles. Assez de voir les chefs de cartel agir depuis des pays à faible état de droit. Être désigné comme terroriste fait que la géographie n'est plus un bouclier. Mais les guerres font des victimes civiles d'une manière que les opérations de police ne font généralement pas. Cette frappe de missile dans les Caraïbes a tué tout le monde à bord du navire ciblé. Il n'y a pas eu l'occasion de déterminer si quelqu'un avait pu être contraint, menacé ou simplement se trouver au mauvais endroit au mauvais moment. La doctrine militaire considère les dommages collatéraux comme un coût malheureux mais inévitable des deux opérations. Les systèmes de justice pénale, du moins en théorie, essaient d'éviter complètement de tuer des innocents. Les alliés internationaux réagissent entre soutien, inquiétude et prudence. Les pays confrontés à leurs propres organisations criminelles voient l'intérêt des réponses de type militaire, mais les alliés européens s'inquiètent du précédent que cela pourrait créer. Si les États-Unis qualifient des organisations criminelles de terroristes et mènent des frappes, pourquoi d'autres pays ne feraient-ils pas pareil ? La Russie traite déjà les résistants ukrainiens de terroristes, et réciproquement. La Chine qualifie les militants pro-démocratie hongkongais de terroristes. La diplomatie de la canonnière des États-Unis pourrait être efficace contre les cartels, mais elle permet aussi aux gouvernements autoritaires de militariser leur réponse à l'opposition. Et nous savons que les cartels ne sont pas stupides. Ils ne restent pas simplement là à attendre d'être réduits en champs de débris. La pression militaire imposera une évolution organisationnelle plus rapide que celle des startups de la Silicon Valley. La sanction pour avancer trop lentement, ce n'est pas de perdre des parts de marché. Être vaporisé par des missiles. Cette course à l'armement technologique a sûrement commencé immédiatement après la frappe dans les Caraïbes, au large du Venezuela. Les réseaux de communication chiffrés, qui étaient auparavant suffisants pour éviter la surveillance de la Drug Enforcement Administration, doivent de soudainement être renforcés contre le renseignement d'origine électromagnétique de niveau National Security Agency. Les systèmes d'alerte précoce doivent évoluer pour repérer aussi les drones militaires et navires de guerre, pas seulement les hélicoptères de police. Les contre-mesures efficaces contre la police sont inutiles contre les systèmes de ciblage militaire. La stratégie du refuge sûr est le principal changement tactique. Les cartels transfèrent leurs opérations de grande valeur hors des zones d'action libre de l'armée américaine. Cela concerne des régions isolées d'Amérique du Sud, des États à gouvernement anti-américain et des zones densément peuplées, où la présence civile complique les frappes ciblées. Tous ces lieux augmentent le coût d'une intervention, mais le changement majeur concerne le recrutement et la formation. Les compétences pour diriger une organisation criminelle diffèrent de celles pour mener une guerre de guérilla contre l'armée américaine. Les cartels recrutent activement d'anciens militaires, non seulement comme hommes de main, mais aussi comme planificateurs stratégiques, qui comprennent la doctrine militaire, la sécurité des communications et la guerre asymétrique. L'impact économique de ce changement de politique se voit déjà sur les marchés de la drogue. L'interdiction militaire est plus efficace que l'application traditionnelle de la loi pour perturber les chaînes d'approvisionnement, mais elle est aussi plus coûteuse à maintenir. Les coûts d'assurance sous forme de systèmes redondants et de personnel font augmenter les dépenses opérationnelles. Le régime Maduro au Venezuela a vu la récente attaque comme un prétexte pour attaquer le pays. Il a récemment mobilisé 15 000 soldats armés et entraînés pour défendre les frontières, annonçant aussi 4,5 millions de miliciens, soit plus de 10% de la population, un chiffre peu crédible. L'escalade militaire suit sa propre dynamique. L'usage de missiles contre des organisations criminelles fait rapidement croître la liste des problèmes à résoudre par la force. Le succès pousse à élargir les opérations, l'échec à aller plus loin pour ne pas sembler faible. L'escalade est évidente. Cette première frappe dans les Caraïbes n'a touché qu'un bateau avec 11 personnes, mais les cartels possèdent des centaines de navires, des milliers de membres et des milliards en infrastructures. Une frappe prouve le concept. Elle ne résout pas le problème. Elle ne fait qu'alimenter la demande pour des opérations plus importantes et plus fréquentes.
La souveraineté mexicaine devient la poudrière diplomatique que tout le monde voyait venir, et que personne ne voulait aborder directement. Les eaux internationales, c'est une chose. Les pays acceptent que des opérations navales militaires aient lieu en permanence dans l'espace international. Cependant, l'infrastructure de cartel la plus dangereuse pour les États-Unis ne se trouve pas en mer. Elle est implantée sur le territoire mexicain et au sein des communautés mexicaines. La question n'est pas de savoir si les opérations militaires américaines devront franchir le territoire mexicain pour être efficaces. La vraie question, c'est quand et comment le Mexique va réagir. Les protestations diplomatiques sont gérables. Des représailles économiques seraient pénibles, mais supportables. Une résistance militaire ferait de la lutte contre les cartels un conflit potentiel avec un pays voisin et partenaire commercial important. La surveillance du Congrès peut freiner ou accélérer les opérations. Le Congrès hésite généralement à restreindre les pouvoirs de guerre présidentielle, surtout lors d'opérations militaires réussies. Mais il ne s'agit pas d'une guerre traditionnelle contre un ennemi traditionnel sur un théâtre traditionnel. C'est une action militaire contre des organisations criminelles de l'hémisphère occidental, impliquant possiblement des opérations prolongées dans plusieurs pays contre des acteurs non étatiques. Les indicateurs de réussite sont un défi. Comment définir la victoire face au cartel ? Nombre de morts, drogue saisie, perturbation du marché, réduction des décès par overdose. Les campagnes militaires traditionnelles ont des objectifs clairs. Capturer des territoires, détruire les forces ennemies, obtenir la reddition politique. Les organisations criminelles ne contrôlent pas le territoire de la même façon, et n'ont pas de force conventionnelle. Elles ne se règlent pas par des processus politiques formels, c'est une vraie guérilla. Les parallèles historiques sont inquiétants. La guerre contre le terrorisme, lancée avec des objectifs clairs et un fort soutien public, s'est prolongée pendant 2 décennies dans plusieurs pays face à des ennemis qui s'adaptaient plus vite que les stratégies. La guerre contre la drogue a coûté des milliards et provoqué une incarcération de masse sans vraiment réduire la disponibilité ou la consommation de drogue. Les guerres contre des concepts abstraits deviennent souvent permanentes, au lieu d'être résolues. Si la situation devait s'aggraver au Venezuela, les experts prédisent que les États-Unis auraient besoin de déployer plus de 50 000 soldats. Il faudrait aussi un autre groupe aéronaval, plus de chars et de navires amphibies. C'est bien au-delà des 6 000 marins et marines déjà présents sur le théâtre d'opération, qui font face aux 123 000 soldats actifs de Maduro. Quand des frappes militaires perturbent les cartels, que des désignations de groupes terroristes jettent leurs avoirs et que le renseignement dévoile leurs réseaux, les cartels restent-ils des criminels adaptant leur guerre, ou des soldats toujours criminels? Il est clair que les groupes, se tournant vers la guérilla, font face à des choix stratégiques sur leur identité et leur avenir. Les cartels recrutant d'anciens militaires, et investissant dans des communications avancées, ne comptent pas revenir bientôt à la corruption policière ou à des conséquences juridiques classiques. Le dilemme de l'Amérique dépasse désormais tactiques et stratégies. Si l'armée doit intervenir après l'échec des forces de l'ordre, que dit cela des systèmes chargés de l'ordre intérieur et de la coopération internationale? La Drug Enforcement Administration disposait d'un budget de 2,6 milliards de dollars de technologies avancées, de partenariats internationaux et de décennies d'expérience. Si ces ressources sont insuffisantes contre les organisations criminelles, cela remet-il en cause l'efficacité des approches fondées sur l'état de droit face à la criminalité transnationale? Y a-t-il un espoir pour tout cela? Le paradoxe mexicain révèle les tensions fondamentales entre la souveraineté et la sécurité dans un monde interconnecté. Le Mexique a le droit souverain de gouverner sa terre et son peuple. Mais si son territoire sert de base au flux de fentanyl tuant des Américains, la souveraineté inclut-elle le droit d'abriter des opérations causant d'importantes pertes à l'étranger? Les précédents juridiques des campagnes antiterroristes indiquaient que la réponse est non. Mais les conséquences géopolitiques de cette réponse restent floues. Alors, où tout cela nous mène-t-il? En plissant les yeux sur la trajectoire actuelle, 3 scénarios majeurs apparaissent clairement, aucun n'étant vraiment réjouissant. Première option, tout donner ou rentrer. L'escalade, c'est redoubler d'efforts. Les forces américaines franchissent la frontière au Mexique. Les cartels sont frappés dans plusieurs pays. Le renseignement et les opérations militaires se confondent, effaçant la frontière entre la CIA et les forces spéciales. L'escalade pourrait en théorie porter un coup de grâce. Cela pourrait menacer la stabilité régionale et violer les normes juridiques internationales. La deuxième option consiste à discuter en quelque sorte. La désescalade ne signifie pas forcément que tout le monde se fait des câlins, cela signifie sauver la face avec précaution. Les cartels doivent limiter les attaques contre les Américains, sans perdre assez de puissance pour être éliminés par leurs rivaux. Washington pourrait qualifier l'affaire de mission accomplie.
tout en sachant que ce n'était pas une victoire totale. Le Mexique serait coincé à marcher sur la corde raide entre la souveraineté et une coopération plus poussée. Le résultat serait une stabilité mais fragile. L'histoire dit que la troisième option est la plus probable, la guerre sans fin. L'enchaînement sans fin de raids, frappes de drones et opérations conjointes. L'inévitable évolution des tactiques de l'ennemi, son changement de nom et sa fusion avec des syndicats hybrides d'insurgés criminels. Les gouvernements de la région oscillaient entre coopération avec les États-Unis et leurs problèmes internes, sans réel gagnant. Nul n'obtient la paix réelle, mais les États-Unis limitent la montée incontrôlée des cartels. Peu importe le chemin emprunté, les cartels ne restent pas les mêmes. Sous le feu soutenu de l'armée la plus avancée du monde, leur simple modèle économique ne suffit plus. Ils deviennent des groupes paramilitaires, s'associent à des protecteurs politiques, ou se divisent en petites équipes plus faciles à éliminer mais plus difficiles à suivre. Seront-ils des narco-insurgés puissants, ou juste une nuée de cafards plus faibles? Et ce n'est pas seulement le problème du Mexique. L'Amérique latine observe de près. Si les Marines américains ciblent les réseaux de drogue, cela devient-il le nouveau modèle pour l'hémisphère? Les groupes criminels, de la Colombie aux Caraïbes, se demandent s'ils seront les prochains à être qualifiés de terroristes ou d'insurgés. Les gouvernements régionaux restent bloqués dans leurs calculs. S'allier avec l'armée de Washington les rend-il plus en sécurité? Ou cela ne fait-il que mettre une cible encore plus grande sur leur dos? Se pose alors la question que personne n'ose formuler. Les États-Unis ont-ils ouvert une porte irréversible? Si le Pentagone traite les cartels comme Al-Qaïda, pourra-t-il à nouveau les voir comme des policiers et des voleurs? Si la plus puissante armée de l'histoire échoue à obtenir une victoire claire, que révèle cela sur la vraie nature de l'ennemi? La frappe dans les Caraïbes qui a déclenché cette transformation a duré 13 minutes. Les conséquences, elles, se feront probablement sentir pendant des décennies. Les narcotrafiquants inspirent peut-être la peur à des millions de personnes, mais parfois ils s'engagent dans des combats qu'ils ne peuvent pas gagner. Regardez, quand les cartels s'en sont pris aux mauvaises personnes, pour voir ce qui se passe quand la situation s'inverse, ou cliquez plutôt sur cette vidéo.